Binge Audio. La force du crime, c'est que c'est presque l'histoire parfaite. On part d'un cadavre, on ne sait pas qui a tué, on a une enquête avec des rebondissements qui vont nous faire penser que c'est un tel qui a tué, puis c'est un tel, puis c'est une telle, etc. Et à la fin, on a un dénouement, lequel dénouement est posé comme une vérité judiciaire. Donc le récit criminel est le récit parfait, par essence. La voix de Christophe Ondelat est associée depuis plus de 20 ans au récit des faits divers. Et si c'est une des plus emblématiques, c'est pas la seule. À la télé, à la radio, ces affaires criminelles, elles sont partout. Mais pourquoi est-ce qu'on aime autant ça ? Pourquoi est-ce que ces meurtres, ces viols, ces assassinats, ces histoires terribles sont omniprésentes ? Et surtout, pourquoi ça nous plaît autant ? Pour essayer de le comprendre, je suis allé en discuter avec des confrères, des consoeurs, des chercheurs, des auteurs, des autrices, qui toutes et tous se sont confrontés à cette matière à la fois très commune, très particulière et très ancienne. Vous écoutez Programme B, je suis Thomas Rozek, et voici Anatomie du fait divers. Épisode 1, le fait historique. Alors, un fait divers, c'est extrêmement difficile à définir. Frédéric Chauveau, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université de Poitiers. Parce qu'on peut faire appel à l'histoire du fait divers, la préhistoire du fait divers. Le fait divers, en réalité, c'est un événement, si je peux dire, un petit peu inattendu ou inhabituel, qui frappe à un moment donné donc une opinion, qu'elle soit limitée à un quartier ou qu'elle soit nationale ou internationale. Alors si on veut faire l'historique, le fait divers, ça vient plutôt des canards sanglants, qui était la presse de colportage au XVIIIe et au XIXe siècle. Donc souvent, ça se présente sous la forme d'une page, parce que comme ça, on pouvait coller la page sur le mur, et on pouvait lire le fait divers à voix haute, et faire en sorte que la communauté des illettrés puisse participer donc aux informations. Lorsque la presse en empare, le fait divers a déjà fait son public à travers notamment les complaintes chantées, les complaintes criminelles. Marc Renneville, historien, spécialiste des sciences et de la justice pénale. Donc dans la population qui n'est pas lettrée et qui ne peut pas lire le journal, elle est très attirée déjà par le fait divers. Et le fait divers, c'est quoi ? C'est un colporteur qui vient avec une chanson sur un air très connu et qui va rapporter justement la nouvelle qui s'est passée à 2 ou 3 kilomètres de là. Va chez un homme infâme, vient d'être condamné à la peine capitale, il ne l'a pas volé. Ce sinistre bandit a été raccourci. Puis ça continue comme ça, et on a donc une description souvent très crue du crime. Les victimes sont nommées, et les complaintes sont vraiment écrites, là encore, en gros, sur le bout d'une table. Elles sont imprimées à la sauvette. Et ce qui importe, c'est qu'elles soient dans le temps de l'action, quasiment. On vient de découvrir le crime, ça y est, on le chante déjà. Et d'ailleurs, on ajoute des couplets au fur et à mesure de l'instruction. Mais on a vraiment une structure de fait divers au sens où c'est le moment dans l'action où on vous le raconte, mais on emprunte à des structures là aussi qui sont très, très anciennes, archaïques. On va parler de l'ogre, on va parler de la mégère, etc. On va faire appel à des figures qui font sens tout de suite pour les auditeurs. Sans doute peut-on dire que pour que le fait divers existe véritablement, on a besoin de la presse à grand tirage. Parce que là, on a un public qui est démultiplié, et ce qui veut dire que quel que soit l'endroit où on habite en France, on épluche les légumes sur sa table, on peut partager le même fait divers, quel que soit l'endroit où on existe. Et donc là, il y a 2 dates à peu près qui sont importantes. La première date, c'est 1836. On a donc des périodiques comme la presse qui inventent à ce moment-là un prix bon marché. Et en inventant ce prix bon marché, on peut vendre à ce moment-là l'exemplaire à un prix relativement modique grâce donc à la réclame. Ça permet de baisser les coûts. Et puis, alors à ce moment-là, les tirages restent encore limités, il faut pas exagérer. Mais on essaye aussi de faire en sorte que le journal ne soit pas toujours vendu par abonnement. Puisque à l'époque, il fallait payer un abonnement de 6 mois.
et qui pouvait en France s'offrir un tel abonnement, c'était considéré véritablement comme un luxe. Et puis à partir de 1863, on voit la naissance d'un autre périodique qui reprend à peu près les mêmes recettes. C'est le Petit Journal. Et le Petit Journal qui sera copié après ça par 3 de ses confrères, c'est la même recette, c'est le Petit Journal, le Petit Parisien, le Parisien et le Matin. Donc en gros, c'est faire venir donc de la publicité, baisser le prix, utiliser les moyens techniques comme les rotatives particulièrement sophistiquées qui permettent à ce moment-là de sortir 100 000 numéros à l'heure. À l'époque, c'est aussi une révolution. Et quand il y a la conjonction de l'ensemble de ces éléments-là, à ce moment-là, le fait divers peut se propager largement. Peut-être que la plus connue qui avait déjà été signalée, notamment par Michel Perrault, c'est l'affaire Tropman, en 1869, où effectivement les tirages s'emballent complètement. Pour rappeler les faits, on est en 1869, dans la plaine de Pantin, une famille est massacrée. Et au début, on ne trouve pas l'assassin, donc il y a déjà une question, qui est l'auteur? Et puis une fois qu'on l'a arrêté, donc, cet homme s'appelle Jean-Baptiste Tropman, la question c'est pourquoi a-t-il commis cet acte-là? Et là, la presse va effectivement s'emballer et va connaître des tirages très importants. Et puis, la presse s'est fait aussi pour vendre du papier. Donc, on comprend à ce moment-là que ça vaut peut-être la peine de recommencer. Et le fait est que le fait divers ne va cesser de se développer. C'est Dominique Khalifa aussi qui l'a bien montré aussi. Comment aussi une presse se spécialise dans ce domaine, jusqu'à inventer des figures de journalistes qui vont être des reporters sur le terrain, qui vont quasiment faire comme s'ils étaient plus forts que la police, aller interroger en parallèle les témoins, voire à faire croire qu'ils les ont interrogés avant, et voire évidemment à faire croire qu'ils ont découvert le coupable avant même la police. Alors comme on dit souvent, le crime ne paie pas, c'est pas vrai en l'occurrence, c'est une bonne affaire, puisqu'à ce moment-là, donc les ventes évidemment donc s'envolent. Le Petit Journal, alors, sans revenir sur la chronologie, mais dépasse les 300 000 exemplaires, puis plus tard les 500 000 exemplaires, et également à un moment donné donc le million d'exemplaires, 2 millions de lecteurs, ce qui ferait pas lire aujourd'hui donc d'autres quotidiens qui ont des tirages tout à fait honorables, mais qui n'arrivent pas à ce niveau-là. Contrairement à l'idée répandue, non, on ne parle pas plus d'affaires criminelles aujourd'hui qu'autrefois. Au contraire. Christophe Ondelat, journaliste, animateur de Ondelat raconte sur Europe 1. On parlait beaucoup plus des affaires criminelles au XIXe siècle et au début du XXe siècle qu'on en parle aujourd'hui. Les magazines, les journaux à l'époque publiaient des éditions spéciales qui recensaient toute l'affaire sur 20 pages. Lorsqu'un procès était terminé, beaucoup de journaux, comme Le Parisien, Le Petit Parisien, etc., publiaient l'intégralité du compte-rendu de procès du début à la fin. Donc il y avait un intérêt mondial pour les affaires criminelles qui était supérieur au 19e et au début du 20e siècle à ce qui se passe aujourd'hui. Non, les grands succès, c'est quand même le crime sanglant. C'est ça qui intéresse, qui passionne, parce que d'abord, on s'attache beaucoup donc à la description, les crimes de femmes. Ça plaît manifestement donc beaucoup. Alors ça vient donc régulièrement. On parle aussi éventuellement donc de parricide. C'est aussi donc les ressorts du passage à l'acte. Donc les crimes passionnels. Alors aujourd'hui, on sait que les crimes passionnels n'existent pas. C'est des crimes de propriétaire parce que on veut pas que sa conjointe, par exemple, vous échappe ou se lance dans une nouvelle existence sans vous. Mais le crime passionnel fait couler beaucoup d'encre, puisque en même temps, on a une législation particulière à cette époque-là. Ça plaît beaucoup. Les crimes commis contre les enfants, pas exagérément. Mais ça commence, et le tournant sera plutôt, par exemple, au cours de la période de l'entre-deux-guerres. Parce qu'en gros, en fonction des mentalités, dans une société très hiérarchique et très patriarcale, le pire des crimes, c'est le parricide. Au-dessus, on met éventuellement l'attentat contre le chef de l'État. Voilà. Et puis les enfants, finalement, il y a une mortalité infantile qui est assez forte. Si on a un enfant qui a été assassiné ou s'il meurt de maladie, à la limite, il y a une sorte d'esprit de fatalité, c'est dans l'ordre des choses, c'est regrettable, mais c'est comme ça. Alors qu'à partir de l'entre-deux-guerres, on se rend compte d'un changement des mentalités, des sensibilités. L'enfant devient véritablement un personnage précieux. C'est pas un mouvement extrêmement massif, mais c'est le début d'un tournant, et c'est un mouvement qui va aller donc en s'affirmant de plus en plus. Et aujourd'hui, si on faisait donc un sondage, on demanderait à n'importe qui, d'après vous, quel est le crime le plus horrible? On dirait pas c'est le parricide, on dirait effectivement c'est la violence sexuelle qui se termine par la mort d'un enfant.
Dans l'entre-deux-guerres, on a plusieurs magazines hebdomadaires qui vont se spécialiser, le plus connu étant Détective, le grand hebdomadaire du fait divers. Détective a été lancé en 1928, bientôt 100 ans, par 4 hommes d'influence. Julie Rigoulet, journaliste, rédactrice en chef du Nouveau Détective. Donc il y avait les frères Kessel, donc quand même Joseph Kessel, futur académicien. Il y avait un grand avocat et le patron Gaston Gallimard. Tous les 4, ils ont décidé de lancer un magazine de faits divers. L'idée des frères Kessel et de l'avocat, c'était de dénoncer les injustices sociales qui touchaient les classes populaires, qui, à l'époque, la grande presse, en tout cas la presse nationale, ne parlait pas beaucoup de ces injustices sociales. Et ils se sont dit, nous, on va mettre le doigt dessus. C'était une façon pour eux de prendre un peu le pouls de la société. Et en lançant ce magazine, qui a été tout de suite un succès vraiment phénoménal, le premier numéro s'est vendu à 250 000 exemplaires, ils ont permis de donner la parole aux petites gens et d'une certaine façon de faire moderniser la police et la justice. Aujourd'hui, évidemment, avec Netflix... Il n'y a pas une chaîne de télé, il n'y a pas une station de radio. Tout le monde fait du fait divers. Mais à l'époque, on était les seuls. Et donc, évidemment, aujourd'hui, si tu veux en savoir plus sur Dahmer, tu regardes Netflix. Mais à l'époque, si tu voulais en savoir plus sur un tueur en série, sur Violette Nozière, par exemple, il fallait lire Détective. En fait, la notion de fait divers, finalement, elle est historiquement très datée. Emmanuel Roux, philosophe, haut fonctionnaire, co-auteur avec son frère Mathias du livre Le goût du crime. Daté, d'ailleurs, au double sens de dater inscrite dans le temps et daté au sens où ce qu'on appelle fait divers aujourd'hui ne correspond peut-être pas à ce qu'on appelait fait divers il y a 150 ans ou même peut-être 50 ans. Et c'est pour ça que j'ai tendance à dire, et c'est un peu l'objet du travail qu'on a mené avec mon frère Mathias, qui est, au fond, il faut distinguer fait divers et affaires criminelles. Parce que autant le fait divers a une acceptation très large de faits au départ assez inclassables, auxquels on ne peut pas donner une dimension directement assignable, repérable, politique, social, sportif, économique, voilà. Autant l'affaire criminelle, elle, son origine est un fait divers, mais c'est un fait divers qui acquiert une dimension qui en dépasse, je dirais, la dimension purement criminelle ou criminologique, au sens où finalement on mettrait ça, vous savez, dans la rubrique police-justice, comme on dit aujourd'hui. Donc je suis plus à l'aise avec la notion d'affaire criminelle lorsque justement le fait divers acquiert, et je pense que c'est ça la nouveauté des 30-40 dernières années, une dimension vraiment sociale, culturelle, politique, qui en fait ce qu'un sociologue, Marcel Mauss, appelait un fait social total, c'est-à-dire qu'on peut le prendre par plein de bouts, il va dire quelque chose d'important sur la société dans laquelle on vit, il va dire quelque chose d'important sur notre condition à la fois humaine mais aussi sociale, incarnée ou insérée dans une société à un moment donné, au-delà des faits eux-mêmes. Le fait est que le fait divers, c'est qu'en gros, c'est un malheur qui arrive dans le cours ordinaire de la vie, de préférence qui ne vous arrive pas à vous, et donc que vous allez découvrir dans la presse ou éventuellement à la radio, etc. Marc Renville. Qu'est-ce qui fait que ça s'est peu à peu rabattu jusqu'à devenir quasiment une équivalence du fait divers criminel ou de l'affaire judiciaire ? C'est probablement, comme l'ont montré des collègues historiens, justement, notamment, je pense, Jean-Claude Farcy, Dominique Khalifa, que le modèle de l'enquête judiciaire est un modèle narratif qui est très puissant, qui permet de poser immédiatement une intrigue, puisqu'il y a une question à poser, qu'il s'est développé bien sûr par le biais de l'enquête judiciaire, mais aussi par ce qu'on appelle la détective novel, puis le polar. Et donc il y a une sorte de facilité à faire en sorte que le fait divers soit de préférence une affaire judiciaire. Parce qu'on a un début, un surgissement, un mystère, et puis on espère qu'il va y avoir une continuité, et puis probablement une résolution. Donc je pense que c'est l'une des raisons essentielles de ce glissement. La force du crime, c'est que c'est presque l'histoire parfaite. On part d'un cadavre, on ne sait pas qui a tué. On a une enquête avec des rebondissements qui vont nous faire penser que c'est un tel qui a tué, puis c'est un tel, puis c'est une telle, etc. Et à la fin, on a un dénouement, lequel dénouement est posé comme une vérité judiciaire. Donc le récit criminel est le récit parfait par essence. Et les histoires
qui sont les plus intéressantes à écouter sont celles dans lesquelles on a des doutes tout du long. À un moment, est-ce que c'est son mari, est-ce que c'est sa femme, est-ce que c'est son voisin? On ouvre les pistes, on ferme les portes, et puis à un moment donné, l'entonnoir se referme, et on arrive à une vérité qui est concrétisée par le verdict au procès. C'est ça qui fait tout l'intérêt narratif des affaires criminelles. Moi, ce qui m'intéresse le plus dans le crime, c'est le crime commis par une personne banale, qui n'était pas prédisposée à tuer, et qui se retrouve un jour, par une perte de contrôle de lui-même, de ses valeurs, de sa morale, à tuer. Voilà. C'est le crime le plus intéressant, parce que c'est celui qui vient nous interroger le plus au fond de nous-mêmes. Est-ce que je peux faire ça, moi? Est-ce que je peux être victime de ça, moi, de la part d'amis, de ma femme, de mon mari, etc. Voilà, c'est le crime le plus concernant. Et je trouve que c'est celui qui est le plus intéressant. Donc moi, à titre personnel, je préfère celui-là. Je n'ai pas d'attirance pour les psychopathes, même si je trouve intéressant le phénomène psychopathique, c'est-à-dire le crime commis de manière froide, sans affect, par des gens qui se sont fabriqués de manière froide et sans affect pour des raisons assez connues, qui tiennent souvent à l'enfance, à l'abandonnite, au manque d'amour, au manque de structuration de base du bébé et du jeune enfant. Donc le crime de psychopathe est aussi intéressant pour ça. Mais il est moins concernant. Parce que autant, je pense que 99% d'entre nous peut dire « je ne commettrai jamais un crime froid de psychopathe », autant, à mon sens, tout le monde, s'il est un peu honnête, reconnaît qu'il peut commettre un crime de l'ordinaire. J'ai souvent tendance à dire que ce qui caractérise vraiment l'affaire criminelle, par différence avec le fait divers, c'est vraiment le sentiment qu'on a à faire un réel qui résiste. Emmanuel Roux. Qui résiste à l'investigation, qui résiste même d'ailleurs au progrès d'une certaine manière, hein, puisque on peut multiplier les techniques d'investigation et on n'arrive toujours pas à appréhender. On est aussi toujours en prise avec des choses extrêmement humaines, des choses très passionnelles, et d'une certaine manière, oui, c'est cette résistance du réel qu'on n'arrive pas à complètement élucider et qui nous reconduit à chaque fois à des choses un peu immémoriales, à des choses un peu éternelles de la condition humaine. Donc pour qu'une affaire passionne, il faut qu'elle conserve une part de mystère. Et ce mystère, ça peut venir parce que c'est une sorte d'énigme, un peu à la manière de certains romans policiers. On ne comprend pas exactement ce qui s'est passé. Ou alors c'est parce qu'on ne saisit pas la logique du passage à l'acte. Au 19e siècle, il y a plusieurs grands crimes comme ça, où malheureusement les victimes sont des femmes, et on ne comprend pas véritablement donc la logique du passage à l'acte. Frédéric Chauveau. Notamment sous le Second Empire, dans la région lyonnaise, c'est Dumollard. Alors, on n'est pas responsable de son patronyme, hein, ça voilà. Et Dumollard s'en prend uniquement aux servantes de ferme, qui va d'ailleurs lui-même recruter. Et donc, il s'en prend uniquement comme ça, donc à Cécile Misérable, avec un scénario qui est assez construit, qui est répété malheureusement d'une victime à une autre victime. Et l'affaire dure sans doute à peu près une quinzaine d'années, jusqu'au moment où on se pose la question, mais finalement, il n'y a peut-être pas plusieurs tueurs, il n'y en a peut-être qu'un. Et à ce moment-là, surprise, angoisse, interrogation, quel est le ressort? Quel est le mystère du passage à l'acte? Donc le procès n'apporte rien, on peut établir les faits, mais pourquoi à ce moment-là, cette logique du passage à l'acte, ça échappe. On pourrait nous objecter, mais voilà, vous intellectualisez quelque chose qui finalement ne l'est pas tellement, enfin, ou en tout cas ne l'est pas au point où vous le dites. Alors, c'est vrai. Emmanuel Roux. On devrait peut-être commencer par là. En fait, le fait d'y faire l'affaire criminelle, elle crée d'abord, c'est vrai, parfois un état de flottement intellectuel, un état de sidération, un état de ce que Platon a appelé l'étonnement. Pas l'étonnement où il y a un truc qui m'étonne, ou tu m'étonnes, l'expression, mais étonnement au sens où tout à coup la pensée ne sait pas se saisir de cet objet.
Et pour s'en saisir, elle est obligée de le questionner, elle est obligée d'inventer le passage par le concept qui va lui permettre à un moment de ressaisir la singularité du réel dans quelque chose de plus large. L'autre grand concept de la philosophie socratique, qui est l'étonnement et l'aporie, l'impasse. C'est-à-dire que la pensée, elle chemine, elle va sur un chemin pour essayer d'éclairer le réel, et puis finalement, le chemin qu'elle emprunte, finalement, ne le mène nulle part, et elle reste avec sa perplexité. Et c'est vrai que beaucoup d'affaires criminelles, finalement, nous rendent très perplexes, induisent plein de questionnements. Bon, nous, ce qu'on dit, c'est qu'à un moment, le questionnement, il se structure, et quand on le poursuit, finalement, on va tomber sur des questions absolument majeures, sur l'identité, la vérité, la liberté, le mal, voilà, et qui sont finalement des questions que tout à chacun rencontre dans le cours de son existence. Je suis conscient qu'il ne faut pas excessivement intellectualiser, dans la mesure où ce que produit souvent l'affaire criminelle, c'est une très grande capacité de perplexité, de quelque chose qui déjoue en plus forcément la pensée, à commencer par l'incompréhension du passage à l'acte. Durkheim disait que le crime, c'était ce qui suscitait les états forts de la conscience collective. Marc Renville. Alors, dans nos sociétés relativement éclatées, où on est toujours interpellé en tant qu'individu, pouvoir susciter l'état fort de la conscience collective autrement que par des événements sportifs ou autres, par exemple, ou là où il y a vraiment dans le fait divers criminel des enjeux moraux, eh bien, c'est une manière de rappeler la règle et de rappeler que le vivre ensemble correspond à un certain nombre de cadres qui ne peuvent être difficilement rappelés autrement que par ces affaires. À suivre.